Monsieur le directeur de cabinet représentant Monsieur le Président du Conseil général, Monsieur le Secrétaire général représentant Monsieur le Premier Président, Monsieur le Procureur général, Monsieur le Président du Tribunal, Monsieur le Procureur de la République, Mesdames, Messieurs les hautes personnalités du monde judiciaire, Madame le Président de la Conférence des bâtonniers, Mesdames, Messieurs les magistrats, Mesdames, Messieurs les bâtonniers, mes chers confrères et mes chers amis. Je vous remercie de votre présence autour de nous ce soir à l'occasion de la rentrée de la conférence de stage. Vous savez qu'elle nous est précieuse et elle nous touche. Elle nous touche d'autant plus ce soir que j'imagine aisément les trésors d'imagination et de patience que vous avez développés pour arriver jusqu'à nous. La rentrée de la conférence de stage, c'est l'hommage que les avocats adressent à la profession et c'est aussi l'hommage que la profession leur rend. C'est donc tout naturellement d'avocat que je vais dire quelques mots. La profession d'avocat compte aujourd'hui 28 000 avocats, dont 12 000 à Paris et plus de 1 000 dans les Hauts-de-Seine. Ce nombre n'est pas trop important au regard de la population française si on la compare à nos voisins européens. Pourtant, la profession d'avocat en France se trouve confrontée à un double défi qui est celui de ne pas parvenir à accueillir tous ceux qui ont obtenu le certificat d'aptitude à la profession, alors que d'autres professionnels utilisent leur position économique pour intervenir dans les domaines du droit et offrir un service juridique amoindri mais rentable à des usagers du droit un petit peu désorientés. La réforme de la profession d'avocat, qui est intervenue avec la loi du 31 décembre 1990, visait à donner à la profession les moyens nécessaires pour faire face à la concurrence, tout en faisant en sorte que le service rendu en matière juridique conserve et maintienne la primauté de la règle de droit. La réforme de la profession, cette réforme est rentrée en vigueur le 1er janvier 1992. Elle prévoyait une première période transitoire qui s'est achevée naturellement le 31 décembre 1994 avec l'expiration de la période de stage des anciens conseils juridiques stagiaires. La profession d'avocat est donc aujourd'hui effectivement la nouvelle profession d'avocat puisque les confrères qu'elle accueille sont tous issus de la même formation. Cette formation, elle ne correspond pas parfaitement à toutes les exigences de toutes les composantes, simplement parce qu'elle n'a pas encore trouvé sa nouvelle définition. Aujourd'hui, la formation des avocats reste le résultat d'une tentative de synthèse entre le système de formation des anciens conseils juridiques qui reposait sur un stage de 3 ans comportant des heures de formation à la déontologie et celui des anciens avocats qui prévoyait une année supplémentaire de cours dans un centre de formation professionnelle dont l'accès était entre les mains des universitaires. Il est indispensable que nous ayons le courage de repenser totalement la formation et de prendre les moyens, c'est-à-dire de laisser le Conseil national des barreaux assurer une des responsabilités que la loi lui a confiées, celle d'organiser la formation qui permettra aux avocats de rester ou de devenir compétitifs dans les nouveaux domaines du droit. À ce sujet, il faudra que nous ayons aussi le courage de dire si nous voulons reconnaître certains diplômes qui correspondent aux compétences des nouveaux domaines d'intervention de l'avocat, ou si nous entendons intervenir dans des domaines tels que le droit financier, l'environnement, l'informatique, avec uniquement la compétence technique d'une maîtrise en droit. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas d'antinomie entre formation et pratique professionnelle. C'est au travers de la pratique professionnelle que se réalise la formation à la profession d'avocat, et il n'y aura pas de meilleure formation des avocats si on ajoute une 6e ou une 7e année d'études théoriques aux études universitaires. La profession s'apprend dans les cabinets et auprès de ceux qui sont les interlocuteurs naturels et habituels des avocats. La déontologie s'apprend auprès des ordres qui en sont dépositaires et qui ont la responsabilité d'en assurer le respect. Dans ces conditions, il n'est pas satisfaisant de laisser les étudiants avoir accès à un centre de formation après un examen difficile pour ensuite ne pas les accepter au motif qu'il n'y a pas de maître de stage pour les accueillir. Je pense qu'il serait plus honnête de dire aux candidats, dès leur entrée dans un centre de formation, qu'ils ne peuvent devenir avocats que s'ils bénéficient d'un stage auprès d'un maître de stage, plutôt que de leur faire passer des examens professionnels, un examen d'entrée, un examen de sortie, qui ne leur donne pas d'accès à la profession.
La profession d'avocat est une profession libérale et indépendante, mais le mot libéral n'a jamais voulu dire qu'il caractérise une profession qui garantit le plein emploi à tous ceux qui souhaitent la rejoindre. Une profession libérale et indépendante, ça ne veut pas dire non plus que c'est une profession qui exclut les salariés. La loi a prévu et organisé le salariat pour les avocats dans le respect des règles de déontologie et d'indépendance qui sont les nôtres. La convention collective des avocats salariés signée le 17 février 1995 rappelle fort justement l'indépendance des avocats, la soumission de tous les avocats aux mêmes règles déontologiques et aux ordres, quelle que soit la structure d'exercice. Un pas est fait. C'est une étape dans la mise en place de la reconnaissance de l'égalité de tous les avocats. Le combat pour que l'avocat salarié soit totalement reconnu n'en est pas pour autant terminé. Aujourd'hui, le titulaire d'une maîtrise en droit, salarié d'une entreprise commerciale, quelle qu'elle soit, de production ou de service, peut devenir avocat après 8 ans d'activité. Ainsi, pratiquement tous les titulaires d'une maîtrise en droit peuvent avoir accès à la profession d'avocat. Les juristes employés par une entreprise, les juristes employés par une organisation syndicale ou par une association, les conseillers en brevet, les notaires, les huissiers, les administrateurs judiciaires, les fonctionnaires de catégorie A, les personnes assimilées, j'en passe certainement. Tous, mais pas les titulaires d'une maîtrise en droit salariés d'un cabinet d'avocats. Je sais que l'argument qui est mis en avant est la crainte de l'organisation d'une voie d'accès parallèle, au terme de laquelle il serait possible de former des avocats à l'ancienneté sans passer par les centres de formation. C'est un mauvais procès qui ne tient pas compte de la réalité des conditions de recrutement des avocats dans les cabinets qui emploient des salariés. Et c'est même un vrai mauvais procès qui va malheureusement coûter cher à la profession et à tous ceux qui n'auront pas choisi d'aller rejoindre une entreprise d'audit ou une société de fusion-acquisition pour devenir avocat ensuite. Et soyons clairs, ce n'est pas l'accès de quelques-uns à la profession par le jeu d'une promotion interne après des années dans nos cabinets qui crée un déséquilibre ou un danger pour l'unité de la profession. Le danger, il est ailleurs, il est dans la transformation du marché du droit et dans le comportement de ceux qui entendent s'approprier ce marché. La réforme du 31 décembre 1990 ne visait pas à permettre à des professions autres que celle de l'avocat d'exercer la consultation juridique, la rédaction d'actes et la représentation en justice. Bien au contraire, elle visait à apporter au justiciable, à l'utilisateur du service juridique, la garantie d'une prestation rendue par un professionnel de qualité exerçant dans le cadre d'une déontologie stricte. Il ne s'agissait certainement pas d'une démarche corporatiste. Nous savons tous que le développement et l'avenir de notre profession passent par la double exigence de la compétence et de l'éthique. Mais jamais personne n'avait imaginé que cette double exigence de protection du public pourrait permettre à d'autres professions, réglementées ou non, de se lancer sans compétence ni assurance dans une activité qu'ils exercent au détriment de la clientèle qu'ils croient servir. Il ne suffit pas d'avoir appris du droit dans une faculté ou ailleurs pour être avocat. Être avocat, c'est préserver une conception du droit selon laquelle le droit n'est pas seulement le produit de rapports de force économiques, mais qu'il inclut une exigence supérieure, car en même temps qu'il organise les relations économiques, il organise les droits des hommes. Je sais que l'avocat n'est pas un pur esprit. Tout un chacun doit gagner sa vie. Il est même responsable d'une entreprise, l'entreprise que constitue son cabinet, mais il exerce son activité dans le cadre de cette conception du droit et dans le cadre des règles déontologiques de la profession. Être avocat, c'est vivre une déontologie, celle de la profession d'avocat, celle de la nouvelle profession d'avocat. Il n'y a pas une déontologie du judiciaire qui serait opposée à la déontologie du juridique. Il n'y a qu'une déontologie. Elle comprend toutes les règles applicables aux différentes situations auxquelles les avocats sont confrontés. Et cette déontologie n'est pas et ne peut pas être un handicap pour la nouvelle profession. Je rappelle les discours des bâtonniers du début du siècle qui voyaient la fin de la déontologie parce que les femmes allaient par la loi avoir accès à la profession. Je rappelle les hésitations des conseils de l'ordre un peu plus tard pour savoir si l'utilisation du téléphone ou de la carte de visite était déontologiquement correcte. La déontologie s'applique dans le temps, elle n'est pas un handicap.
Tout au contraire, elle est la force des avocats. Elle assure l'indépendance et la confraternité. Elle différencie l'avocat du simple prestataire de service. Elle rappelle que l'avocat est un auxiliaire de justice qui a une responsabilité particulière à l'égard de la justice et de l'usager du droit. Et nous ne pourrons assurer cette responsabilité que dans l'union d'une nouvelle profession, sans procès d'intention, sans confondre interprofessionnalité et multidisciplinarité. Dans la mise en place d'un véritable conseil juridique et d'une véritable aide à l'accès au droit, là où la demande s'exprime. Et dans la défense de la justice, en participant avec les magistrats qui sont nos interlocuteurs quotidiens à l'amélioration des conditions de la justice, en mettant en place avec eux les conditions d'une bonne défense. En terminant ce propos, je veux rendre hommage à Monsieur le Président du tribunal, Jean-Marie Coulon, et à Monsieur le Procureur de la République, Yves Bott, pour le travail que nous accomplissons ensemble dans ce tribunal pour l'organisation de la défense et pour l'accès au droit. Ils participent avec les magistrats du tribunal à la qualité du barreau des Hauts-de-Seine. Je les remercie de nous accueillir ce soir pour cette rentrée. Je veux également rendre hommage aux avocats de mon barreau pour l'énergie qu'ils mettent à faire de ce barreau le barreau exemplaire d'une nouvelle profession unie et forte qui assure avec le même enthousiasme la représentation des intérêts français dans les grandes négociations commerciales internationales et les permanences d'accès au droit pour les démunis de la Maison de Nanterre ou des Restos du Cœur. Mesdames et messieurs les hautes personnalités, j'en ai terminé. Si mon propos a pu vous paraître un peu technique, pardonnez-moi, j'ai voulu rappeler à mes confrères quelques chantiers qui restent ceux de la nouvelle profession. J'ai aussi voulu dire aux confrères de mon barreau la fierté que j'ai d'être leur bâtonnier. Merci. Enfin, Monsieur Éric Orsena, je vous salue. Je vous remercie d'avoir bien voulu nous faire l'honneur d'être l'invité du faux procès que vont vous faire nos secrétaires de la conférence de stage. Je vous remercie tout particulièrement d'avoir réussi à venir jusqu'à nous en affrontant toutes ces difficultés. Mais sans plus tarder, je donne la parole à Madame Cécile Turon, secrétaire 1993 de la conférence du stage pour ses réquisitions. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, Mesdames, Messieurs les jurés, aujourd'hui vous allez découvrir un homme que vous pensiez connaître. Vous vous êtes trompé, mais parce qu'il vous a trompé, vous comme moi. Si on vous le demandait, vous qualifieriez Éric Orsena d'homme brillant, honnête et intègre. Et vous auriez peut-être raison. Votre esprit, encore vierge de mes explications, serait enclin à lui donner l'absolution. Il est vrai que l'on ne peut retirer à Éric Orsena le mérite d'avoir effectué un parcours sans faute, d'avoir décroché les plus belles fonctions, d'avoir côtoyé les plus grands de ce monde. D'études brillantes et internationales, Éric Orsena devient tour à tour éditeur, conseiller culturel auprès du président de la République, maître des requêtes au Conseil d'État, conseiller auprès d'un ministre des Affaires étrangères et enfin co-scénariste. Ah, que de moments inoubliables vous avez dû vivre, monsieur Orsena. Que de moments forts, intenses en émotion. Que de relations fructueuses et enrichissantes vous avez dû partager et échanger. Souvenez-vous des dîners assis entre Margaret Thatcher et Édith Cresson, de vos semelles de crêpes usées par la roche de Solutré, des promenades nocturnes sur les trottoirs de l'Élysée, accompagnées de forces tranquilles, le labrador du président. Souvenez-vous des lundis, marchant pendant des heures dans les pas de votre négrier, alourdi par son sac, marchant pendant des heures sur le green, rêvant en secret d'une seule chose, de pouvoir frapper la balle à sa place. Enfin, souvenez-vous du bureau en sous-sol, du cagibi que l'on vous avait attribué pour que vous puissiez accomplir vos 408 mètres linéaires
d'allocution et vos 2 kilomètres de catilinaire, harangue et péroraison par mois. Comment pourriez-vous imaginer un instant que ce petit mec chauve, mioche et myope, je vous cite, monsieur Orsena, soit un goujat, un ingrat et un pervers? Je vous sens troublé. Vous pensez que je délire, que je divague? Non, Éric Orsena n'est pas celui que vous croyez. S'il a pu vous duper toutes ces années par cette image enjôleuse, cette vie irréprochable et enviable, aujourd'hui la vérité doit éclater. La mascarade est terminée. Cet homme est en fait un monstre de perversité. Entre la vertu et le vice, c'est le vice qu'il a choisi. Ce vice lancinant qui l'a rongé toute sa vie. Tout a commencé le jour où Éric Orsena a pris sa plume. Lorsque du fonctionnaire anonyme, il a voulu se transcender en romancier célèbre. Il ne s'agissait pas pour lui d'ajouter une corde à son arc. Non, non. Mais au contraire, en réalité, c'était un besoin vital d'assouvir ses fantasmes, un moyen d'éviter le passage à l'acte dans le réel, de l'exécuter dans la fiction. Le roman va être le support de son obsession, les femmes. Celles qui y sont décrites ne ressemblent guère à Mère Teresa ou Sœur Emmanuelle, mais plutôt à la Justine de Sade ou à Madame de Merteuil de Chauderlot de Laclos. L'histoire de ces relations avec les femmes, si dans un premier temps va être timide, va vite tourner à l'idée fixe. Pour s'en convaincre, il suffit de se pencher sur ses livres. Je sais, ce n'est pas facile. Mais au ministère public, à l'instar de nos réquisitions, on ne choisit pas nos dossiers. Un dossier qui commence en 1974 avec Loyola's Blues, son premier roman, son premier pas dans la délinquance littéraire. Les femmes sont présentes, mais c'est avant tout l'histoire d'un enfant qui n'est pas très éveillé sexuellement. Alors le lecteur n'y voit qu'un essai sur les aventures d'un adolescent prépubère. 1977, La vie comme à Lausanne, 2e essai en littérature, il n'y a rien à signaler. 1981, une comédie française, c'est La dérive d'une débauche. Non, excusez-moi. C'est l'ébauche d'une débauche, la dérive vers une déviance. Cependant, à cette époque, Éric Orsena n'est qu'un artisan du vice, un pervers à la petite semaine, un gagne-petit du mal. Il peaufine, il bricole son art. Toutefois, sous l'amateur pointe déjà l'expert. En parallèle à cette littérature immorale, il écrit quelques livres sur les voyages, l'Afrique, les matières premières, histoire de noyer le poisson. Mais le ministère public ne s'est pas laissé compter. Avec l'exposition coloniale, Orsena se révèle. Il montre son vrai visage. Plus question de raconter les amourettes d'adolescents boutonneux. On passe aux choses sérieuses, aux rapports entre adultes, des rapports physiques, instinctifs et irréfléchis. Les femmes ne sont que des objets de désir. Elles se donnent et s'adonnent. Pour cette soi-disant épopée sur le caoutchouc, votre matière fétiche, on vous attribue un prix. Est-ce bien nécessaire de rappeler la date? Oui, 1988. Un cadeau toutefois empoisonné. Le Goncourt, c'est la dépression assurée, les malheurs à l'appel, la folie qui vous gagne. On passe facilement de l'euphorie à la tragédie. Quelques exemples. Proust l'a eu, il est mort 3 ans plus tard. Romain Gary, 2 fois lauréat, un matin il prend sa carabine et se tue. Jean-Louis Bory achèvera sa vie de la même manière. Les autres, ils n'écriront plus. Ils deviendront des inconnus. Cette mise à l'épreuve n'a été d'aucun effet sur vous, monsieur Orsena. Vous avez récidivé. Vous continuez d'écrire. Grand amour, votre dernier roman en date, phase terminale de votre pathologie littéraire. Tel Clint Eastwood incarnant le rôle de l'inspecteur Harry, vous tirez sur tout ce qui bouge. Les femmes sont dans votre ligne de mire. Les jeunes, les vieilles, les belles, les moches, les rondes, les maigres, les amincies, les potelées, les bien portantes ou les estropiés, tout y passe. Souvenez-vous de Lucienne, l'amie de votre mère et de la chambre 109 de l'hôtel Ronceret, à papier peint crème.
Vous avouerez quelque temps plus tard avoir fait connaissance avec l'âge d'une femme et de ses rides. Assurément, monsieur Orsena, vous n'êtes pas un gourmet de l'amour, mais un glouton, un gargantua. Vous dévorez l'amour sans en apprécier la saveur. Vous salivez à l'idée de toutes les posséder. Et pour parvenir à vos fins, tous les moyens sont bons. Usage de faux noms ou d'une vraie qualité. Arnoux, votre vrai patronyme, n'était certainement pas un nom assez accrocheur pour vous. En lui donnant une sonorité latine, cela vous permettait d'élargir votre champ d'action, votre terrain de chasse, en vous positionnant en véritable tombeur de ces dames. Et que dire du second moyen encore plus perfide pour les envoûter? Vous leur avez fait croire que vous étiez un séducteur, alors que vous n'en êtes pas un. Vous leur avez fait croire que vous écriviez de vraies histoires, alors qu'elles étaient fausses, tout en vous protégeant du doute de l'illusion que vous aviez créée, en vous targuant qu'il ne s'agissait que de romans, donc de faux. Grand Amour est un bel exemple de votre machiavélisme. À chaque cérémonie, vous vous êtes amusé à être le guide de l'Élysée. Vous avez attiré vos proies dans les moindres recoins de l'antre impénétrable étant envié du pouvoir pour leur faire découvrir non point les charmes cachés de ce palais, mais plutôt ceux d'un conseiller en soif de chair. La cérémonie du 14 juillet, le pain béni, comme vous la qualifiez, était celle que vous convoitiez le plus. Non pas pour ces défilés militaires, ni pour les discours des chefs d'État, mais pour le vivier d'appât qu'offrait la garden party de fin d'après-midi. Là, vous n'y aviez que l'embarras du choix. Sur les pelouses présidentielles s'ennuyaient de belles femmes. Votre technique d'approche était toujours la même. Vous hypnotisiez la mignonne avec une coupe de champagne. Pendant ce temps intervenait votre complice du moment, le maître d'hôtel, qui vous glissait négligemment. « Vous n'avez besoin de rien, monsieur le conseiller ?» Alors la belle vous interrogeait. « Conseiller, vous travaillez ici, cela doit être passionnant. » Et vous, d'un air coquin, vous répondiez « Ça vous dirait de visiter le palais ?» Et la belle, conquise et déjà soumise, acquiesçait « Vous pensez ?» Souvenez-vous encore une fois de Geneviève, que vous avez mis dans l'embarras d'un débarras, dans l'antichambre de 2 cabinets de conseillers. Celle qui vous écrivait quelques mois plus tard « Qu'as-tu fait de ma vie sexuelle pour que tout désormais me paraisse si fade ?» Mais quelle prétention, monsieur Orsena! Quelle vanité! En reprenant les mots annotés sur votre premier discours par le président Mitterrand, le jugeant certainement trop pompeux, trop prétentieux à son goût, je vous dirais, pour qui vous prenez-vous, monsieur Orsena? Pour qui nous prenez-vous? Ces femmes ont-elles vraiment existé, monsieur Orsena? Ne sont-elles pas que le fruit de votre imagination? Serait-ce possible pour un homme comme vous d'avoir eu autant de conquêtes amoureuses et d'avoir su recevoir tous les honneurs des femmes? Votre avocat va certainement essayer de nous convaincre que tous vos romans étaient autobiographiques, que nous avons affaire au Don Juan du XXe siècle. Il n'en est rien. Vous avez rêvé, monsieur Orsena. Vous avez rêvé de cette vie faite de luxe, de beauté et de volupté. Rien ne s'est passé. Rien n'est vrai dans vos romans. Tout n'est que vent et poudre aux yeux. Une question, monsieur Orsena. Votre vie est-elle si triste, si fade, qu'il vous faille l'inventer? Illusionniste du verbe magicien de la grammaire, vous vous êtes construit un monde en jouant avec les mots. Vous avez détourné notre patrimoine grammatical pour des fins privées, voire intimes. Vous vous êtes fait plaisir, sans penser à notre plaisir. Vous nous avez trompés, menti. Vous nous avez trahis, nous, lecteurs. Vous avez joué avec nos sentiments et notre crédulité. Les femmes de vos romans ne sont que des chimères, projections de vos envies, expressions fantômes de vos fantasmes, une manière d'exorciser vos pulsions. Mais le comble, c'est que votre écriture immorale a pu susciter chez vos lecteurs des envies jusqu'alors inavouées de séduire, de conquérir, des désirs incontrôlables de posséder, et chez vos lectrices, un engouement à la renonciation, un enthousiasme, une exaltation à l'abandon. En brouillant les frontières du réel et de la fiction, vous avez poussé vos lecteurs à s'identifier à vous. Je comprends mieux aujourd'hui ce qu'à l'époque je prenais pour un délirium profond,
les propos de mon boucher, petit mec chauve, myope et moche, me répétant sans cesse qu'il pouvait conquérir le cœur de celle qui symbolise la beauté actuelle, j'entends par là Claudia Schiffer. Il ne s'agissait en fait que d'un syndrome d'identification orsénienne, ou tout simplement un de vos lecteurs. Cet exemple peut paraître sans conséquence et vous fait certainement sourire. La décence et le respect que j'éprouve à l'égard des victimes m'interdit d'évoquer des affaires plus sensibles, plus délicates, pour lesquelles le lien évident entre Orsena et les actes commis n'a pu malheureusement être établi. Jusqu'à aujourd'hui, la justice tentait d'expliquer les faits de viol, d'agression sexuelle et d'exhibitionnisme par une déficience physique ou mentale de leurs auteurs, par un complexe oedipien, voire par des troubles liés à la petite enfance. Par manque d'éléments ou par peur d'innover, je dois le reconnaître, cette justice n'osait à l'époque avancer la véritable cause à la commission de ces actes, qui pourtant est toute simple et évidente. La lecture, celle de l'œuvre d'Orsena. La défense ne pourra vraiment pas soutenir que l'ordre public n'est pas sérieusement troublé, ou si peu que l'on puisse accorder des circonstances atténuantes à M. Orsena. Le préjudice est tel. Le casier littéraire est si conséquent, dois-je le rappeler, 5 infractions romanesques à son casier, et une mise à l'épreuve à laquelle vous ne vous êtes pas soumis, M. Orsena. Je me vois dans l'obligation de demander une peine exemplaire, la perpétuité, l'écriture à perpétuité. À voir votre mine, vous semblez satisfait de la sanction, M. Orsena. Je m'en doutais. C'est pourquoi j'ai prévu de l'assortir d'une peine complémentaire qui mettra un terme définitif à l'envoûtement qu'exerce votre littérature. Ainsi, je demande à la Cour d'ordonner la publication d'un intitulé libellé en ces termes. Toute ressemblance à des faits réels ou des personnages ayant existé n'est pas fortuite, mais relève assurément de la fiction. Et que cet intitulé soit publié dans tous vos livres, présents ou futurs, tous magazines, journaux, hebdos, quelle que soit la forme de l'écrit et quel qu'en soit son contenu. Fiche cuisine dans Marie-Claire, interview dans Elle, articles dans l'Équipe Magazine, rubrique technique dans Moto Plus, fiche pratique dans Golf Européen, etc. Ce ne sont que des exemples, la liste n'est pas exhaustive. Vous ne souriez plus, monsieur Orsena? La société et son représentant s'en voient réjouis. La parole est à la défense en la personne de Madame Maya Assis, secrétaire 1993 de la conférence de stage. On raconte, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, qu'il y aurait un prophétisme de notre justice qui serait comparable au prophétisme de la chair sacrée. Hier encore, j'étais la compagne d'école de Madame l'avocat général avec laquelle j'étais assise sur les bancs d'une même faculté. Cette faculté, c'était tout simplement la faculté de Nanterre, ici toute proche, qui, contrairement à la réputation que des événements d'un passé déjà lointain lui ont faite, était une sorte de noviciat. Dans ce lieu commun, comme des jeunes Clarisses, nous avons prononcé, Madame l'avocat général et moi-même, notre vœu de justice. Et l'ayant prononcé, nous nous sommes retrouvés dans cette unité essentielle qu'était la soif et le désir de servir l'autre. Mais Madame l'avocat général, qui était une étudiante fragile, timide et prude, a entendu à l'époque, comme Jeanne d'Arc, la voix de Bordeaux, l'appel de l'École nationale de la magistrature. Elle n'a pas résisté à la mélodie ensorceleuse qui lui murmurait « Va, enquête, accuse, juge, ne réponds pas à l'appel de la profession d'avocat, tu risquerais d'être un esprit subversif. »
L'avocat, lui, entre dans son ordre par désir de se donner totalement au malheureux qui s'est égaré. Ne te donne pas. Serre la société en jugeant le justiciable. Relève le sort de ce misérable que le destin t'aura confié, que le hasard aura égaré en le poursuivant et en le faisant juger. Vous vous êtes laissé si facilement ensorceler, Madame l'avocat général. Je vous avais prévenu pourtant. En entrant dans votre profession, par vocation, j'en suis certaine, vous avez accepté l'ascèse de ne jamais embrasser celui que vous voulez envoyer au gibet. Votre réquisitoire m'a beaucoup amusé, mais l'humour est une expression bien maladroite de la douleur. Je vous ai sentie tremblante, je vous ai sentie tremblante de jalousie, vous qui n'avez pu approcher celui qui, à vous entendre, a revêtu les vêtements de la débauche. Je vous ai sentie tremblante de douleur, vous qui n'avez pu approcher ce fauve que l'on a jeté dans l'arène de notre prétoire. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, le dossier que l'on a ficelé contre Éric Orsena est une véritable comédie humaine. Ce dossier est si inconsistant, si friable, qu'il ne peut ébranler la certitude qui m'habite de l'innocence d'Éric Orsena. Que reproche-t-on à cet homme? D'après l'accusation, Éric Orsena aurait des envies. Mais ces envies, Éric Orsena n'arriverait pas à les assouvir, alors il les raconte, il les écrit, et avec ses écrits, il séduit. Il est poursuivi aujourd'hui pour avoir tiré avec son arme, sa petite plume, sur tout ce qui bouge. Une seule vérité, Madame l'avocat général. Oui, Éric Orsena a séduit. Il a séduit Lucienne, Marguerite, Anne, Clara, Bénédicte, Geneviève, ma mère, mes sœurs, Dominique, Muriel. Si je vous disais le prénom de toutes celles qu'il a conquis en divers lieux, ce serait un chapitre qui durerait jusqu'au petit matin. Je me réjouis, Monsieur le Président, que dans votre jury, les hommes soient représentés en nombre plus important. Éric Orsena ne mérite pas plus l'enfer que vous autres, messieurs. Qu'il ait fait plus souvent que vous, sans doute, n'ait eu l'occasion de faire que plus rarement, ne justifie pas qu'il ait une destinée différente. Vous aussi, vous avez péché. Vous aussi, vous avez séduit. Vous aussi, vous avez été des coureurs de jupons et ne me dites pas le contraire, je ne vous croirai pas. Plaire est le plus grand don pour l'homme. Alors si séduire signifie, comme le prétend l'accusation, perversité, débauche, vice lancinant qui ronge l'âme, alors tous, messieurs, vous êtes des pervers, tous, vous êtes des vicieux, vous êtes tous de vieux débauchés asservis au péché. Aujourd'hui, c'est Éric Orsena que l'on poursuit, mais demain, ce sera votre procès, l'un après l'autre, vous allez tomber. Mais n'ayez crainte, vous encourez des peines moins sévères. Vous n'utilisez que la gamme de vos charmes physiques, seule celle-ci vous suffit. C'est vrai que vous êtes de véritables princes, vous êtes de véritables seigneurs, messieurs. Avec votre plumage et votre taille élégante, votre nef est habile. Vous pouvez si facilement voguer à travers les flots de la mer, tenter l'aventure et la pousser à bout. Mais lui, le malheureux, regardez-le. Longtemps, son navire était arrêté. L'ancre n'arrivait pas à remonter. Il est petit, il est myope. Du plus loin qu'il s'en souvienne, il a toujours eu cette antique chevelure parsemée des neiges du vieil âge. Comme Ulysse, il n'est point beau. Et pourtant, que de calypso ont éprouvé pour lui les tourments de l'amour. Que de nymphes, alors qu'il était arrêté sur le rivage, lui ont interdit de mettre la voile. Elle voulait des histoires. Et lui, avec sa baguette légère, sa plume d'or, il en traçait les images sur le sable. Madame l'avocat général, comme une vague, vous voulez tout effacer. Vous voulez effacer l'exposition coloniale, une vie comme à Lausanne, Loyola's Blues, Grand Amour, une comédie française et tant d'autres œuvres. Vous savez que la beauté est un bien périssable. Vous savez que les violettes et les lys épanouies ne fleurissent pas toujours, que la rose, une fois tombée, sa tige dépouillée, n'a plus que des épines. Qu'il soignerait
jadis tant vanté par Homère, qu'ils soient hélas enlevés par les coupables naïades, pour fixer leur Vénus, et pour n'être point quittés par elle, il leur faut user d'autres armes. Et vous savez que l'arme la plus redoutable, c'est celle avec laquelle on séduit les esprits, c'est avec elle qu'on donne le feu de la culture et le feu de l'amour, Madame l'avocat général. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, la représentante de l'accusation s'est donné beaucoup de mal à vouloir cacher ses tourments. Elle n'a jamais été brûlée par ce feu, et ça se sent. Madame l'avocat général veut sexuer toute relation livresque. Elle veut transformer en pervertisseurs tous ceux qui ont inscrit des femmes sur des cahiers, tous ceux qui ont compté la femme étreinte, jamais possédée. C'est vrai toutefois qu'Éric Orsena était troublé par de grandes passions, l'amour des femmes le dévorait. Mais estimez-vous heureuse, Madame l'avocat général, il a eu au moins le mérite d'avoir trouvé un substitutif de nature littéraire à ses rêves et ses passions, ce que le grand maître Sigmund Freud appelle la sublimation. Souvenez-vous, dans l'exposition coloniale, il était allé à Vienne sur les traces du vieil homme. Il l'avait cherché partout, dans les ruelles de la ville, pour obtenir son salut. Il ne voulait pas être, lui, comme votre boucher, Madame l'avocat général, un refoulé et un pervers. Il voulait atteindre la sublimation, cette grande dame qui est à la base des plus grandes œuvres sociales. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, on s'est trompé de personnage. On veut faire aujourd'hui le procès de Don Juan. Mais je crois que l'accusation n'a pas très bien compris ce qu'elle a lu dans le dossier. Elle n'a pas très bien compris les faits tels qu'ils se sont déroulés, les histoires telles qu'elles ont été racontées par Éric Orsena. Éric Orsena n'est pas un libertin sans cœur, un sot, une âme défrontée dans le corps d'un rustre. Non, le procès que l'on fait aujourd'hui à Éric Orsena, c'est le procès de Pétrarque chantant l'or, de Ronsard chantant Hélène, Lamartine, Elvire, Aragon, Elsa, Éric Orsena, Lucienne et tant d'autres. Tout cela aurait péché pour avoir séduit par leur faconde de conteurs, ils auraient péché pour avoir ébloui par leur mentir vrai littéraire. Ils auraient violé l'univers par le frémissement voluptueux des mots. Oh, ils auraient détourné la langue mère, la grammaire, la conjugaison, les verbes et les mots, uniquement pour assouvir leurs fantasmes. Et leur plume d'or, allant sur la feuille comme en rêve, serait uniquement l'instrument du vice. Je vous le disais, on est en pleine comédie humaine, on est en pleine crise de jalousie. Votre passion est furieuse, Madame l'avocat général. Vous êtes trop jalouse de Lucienne et ça se voit. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, savez-vous qui est Lucienne? Elle est assise là en face de vous, bouleversante d'humilité avec son manteau, ses cheveux gris et son manteau trop étroit. Elle ressemble tant à ma grand-mère. C'est elle, Lucienne. C'est elle, la muse d'Éric Orsena. Des femmes, Éric Orsena aime les corps polis par le temps. Alors, puisqu'avec Lucienne il s'agit d'amour, embarquons-nous pour l'amour. Avec Éric Orsena, prenons le train. C'est un petit peu difficile en ce moment, mais prenons le train quand même pour aller voir Lucienne. Mettons-nous à la fenêtre, baissons la vitre. Laissons l'air violent nous faire cligner des yeux. Regardez les maisons ouvrières qui apparaissent, les wagons de marchandises solitaires et morfondus. La locomotive ralentit, c'est la gare. Marseille, psalmodie dehors, une voix d'infinie mélancolie. Nous sommes arrivés à Marseille, nous sommes chez Lucienne, nous sommes dans l'antre de l'amour. Pénétrons dans cet univers, dans l'univers de cette échappée d'Orient, d'un Orient toujours printanier où les cheminées sont inconnues. L'hiver, elle crevait de froid, Lucienne, dans cette chambrette, parmi les antiques dentelles, les odeurs de naphtaline, les tisanes et les sirops d'orgeat. Elle habitait à côté des quartiers nord de Marseille, à côté de ces cités monoblocs posées sur des fausses rues
qui débouchent sur rien, des pseudoplaces, des imitations de cours posées dans le vide et posées de façon à faire le vide. Le seul signe de modernité de Lucienne, c'était le rap. Elle aimait ces compilations de rap attitude. Elle adorait ces cris de ralliement jaillis des entrailles de la cité. C'est à la Maison des Jeunes qu'elle a rencontré Éric Orsena. Lui, l'amoureux des banlieues, il était venu rencontrer les rappeurs. Et c'est au cœur de la ville, c'est au cœur de la banlieue qu'il est tombé amoureux de Lucienne. C'est là qu'il a été ébloui par sa coquetterie de vieille dame et par ses jambes de jeune fille. Elle a été séduite par ce nègre de Dieu. Depuis, Éric Orsena ne voyage que vers elle et elle vers lui. Pour lui, elle est une femme qui n'a pas sa pareille. Elle lui a donné l'adresse des étoiles lointaines. Elle lui a appris le langage des oiseaux, l'alphabet des sources et le dialogue des grillons de la nuit. Lui, il l'a étreinte, il l'a inscrite sur ses livres d'or. Pour d'autres, il a exploré l'Indochine et l'Amérique latine. Pour elle, il explorera l'Orient. Alors pour Lucienne, pour toutes les femmes, continuez d'écrire Éric Orsena. Continuez d'écrire sur les pages blanches et les pages des magazines. Continuez ce travail d'intérêt général qui contribue tant au rachat de la société. Écrivez à perpétuité. Monsieur Éric Orsena, avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense? Je serai bref. D'abord, je vous remercie d'être venu pour entendre parler de cette question capitale dans cette période où la France hésite sur son destin. Suis-je ou non un séducteur? Je suis en contact avec les plus hautes autorités de l'État, majorité et opposition confondues, qui attendent la réponse que vous allez donner à cette question centrale. Merci d'être venu, pardon de mon retard, mais le trac m'étreignait, notamment place de l'Étoile, où je suis resté entouré non de femmes, mais de voitures pendant 35 minutes. Si je me tourne vers Madame l'avocat générale, comment l'appeler? Mademoiselle Cécile, Mademoiselle l'avocat, Mademoiselle la générale, j'ai envie de l'appeler la générale Cécile. Tant qu'on en est dans les fantasmes, autant aller jusqu'au bout. Je note un petit peu de contradiction, parce que de deux choses l'une, où je suis un séducteur, quelqu'un comme moi, c'est-à-dire comme votre boucher, où nous sommes un séducteur, lui et moi. Et il faut rendre hommage à la boucherie et à la littérature d'avoir réussi à nous rendre efficaces, lui comme moi. C'est-à-dire, coupons la loyau et écrivons des romans, et puis essayons de faire un peu quelques poèmes. Vive la littérature, vive la boucherie. Tout le monde a sa chance, même nous. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, si je ne séduis pas, alors qu'est-ce que vous attaquez? Les rêves d'un malheureux fonctionnaire, d'abord dans l'enseignement et ensuite dans le contentieux administratif. Vous savez ce que c'est que le contentieux administratif? Vous savez ce que c'est? Les primes qui ne sont même pas incluses pour les retraites, elles-mêmes menacées. Vous savez ce que c'est que les remembrements dans le territoire, dans le département de la Manche? Quand nous connaîtrons mieux, vous verrez ce que c'est que quelques troubles dans les plans d'occupation des sols. Eh oui, j'ai rêvé. Et puis, voilà, dois-je être condamné pour ces rêves? Alors, ceux qui sont encore vivants dans le contentieux administratif, il faudrait tous les condamner. Je me tourne maintenant vers
Mon avocate, c'est merveilleux de l'entendre. Personne rare, personne intuitive, qui a su comprendre la tendresse qui est en moi, la profonde complexité admirable de ma nature. Si dans la suite de ma carrière, peut-être politique, des problèmes se posent, et il ne manquera pas de s'en poser, ça dépend des domaines que j'exercerai, mais enfin je frissonne à ce qui aurait pu m'arriver, mais pour l'instant rien, mais bon, on saura bien. Donc franchement, je me tournerai vers vous. Donc vraiment, merci pour vous, mais j'ai quelques scrupules, par respect pour la justice de mon pays, à dire que la vérité, c'est que j'ai été d'une inefficacité absolue. Tous les prénoms que vous avez cités, c'était autant de noms que portaient mes rêves. Inefficacité totale. En d'autres termes, eh oui, Madame la Générale Cécile, je suis encore vierge. Et pourtant, la vie a été bonne fille. La vie a été bonne fille, et elle a commencé ici même. En 68, j'étais à Nanterre. J'avais 21 ans, j'étais à Nanterre, et j'étais même né un 22 mars. Quelqu'un, étudiant, à Nanterre, en 68, né un 22 mars, et qui n'arrive même pas à avoir la moindre petite aventure, il est complètement nul, c'est mon cas. C'est à ce moment-là que les cheveux ont commencé à tomber. Deuxième rendez-vous avec le destin, 1981. Changer la vie. Vous imaginez, passer du rêve à la réalisation. Évidemment, j'ai voté pour la rose, qui pour moi avait une connotation extrêmement précise. Eh bien, rien n'y a fait, ni les cabinets ministériels, ni les voitures à macarons, ni les 14 juillet, rien. Non plus, rien. Le désert affectif et forcément le rêve. Un peu plus tard, en 85, quand j'ai été nommé au Conseil d'État, je savais l'attrait irrésistible des juridictions administratives vis-à-vis de la gente féminine. Je voyais tous mes collègues enchaîner les aventures les plus formidables et les plus improbables. Là encore, rien du tout. Quand notre rôle en cassation a été augmenté, je me disais, encore une possibilité. Toujours rien. Alors, me voici devant vous ce soir avec un dernier espoir. Me donnerez-vous une véritable occasion pour qu'enfin quelque chose commence? Je voulais vous dire aussi, avant d'arriver à ce moment-là, qu'il y a des gens dans cette salle qui m'ont connu très très jeune. Des gens que j'ai bien connus et des femmes superbes que j'ai connues avant, vous les connaissiez, monsieur le bâtonnier, dans une île de la Bretagne Nord, et qui toutes pourront témoigner, même sur Only You, je n'arrivais à rien. Alors ce soir, j'aimerais bien que quelque chose commence. Alors comme j'ai senti dans Madame la Générale Cécile à la fois une grande envie pas complètement assouvie, si nous commencions ensemble pour qu'enfin ce soir commence ce que j'appellerais, avec une attente mêlée d'effroi, la très très grande instance. Merci. Merci Éric Orsena. Il me reste à clôturer cette rentrée de la conférence de stage 1995 et vous proposer de nous retrouver autour du buffet de la salle des pas perdus. Merci.